Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Don't Lie or Die Lie. L'invité que je reçois aujourd'hui est un homme d'une intelligence remarquable. Présenté comme le Barack Obama français, c'est aussi un entrepreneur aguerri. Il nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Cet invité, c'est Alain Delium. Allez, c'est parti. Bonjour Alain, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, Dilay, merci. Alors avant de commencer l'interview, nous avons un rituel dans l'émission qui est celui de boire ce sérum de vérité. Merci. Afin que tu dises toute la vérité, rien que la vérité. Tu es français ultramarin, si l'on peut dire, d'une maman guadeloupéenne et d'un père martiniquais? Oui, tout à fait. Mon père est indo-martiniquais et ma mère est guadeloupéenne. Et moi, plus que ultramarin, je me détermine comme étant un afro-français. Parle-nous un peu de ton enfance. Une enfance d'abord passée aux Antilles, après être né à Paris, dans le 12e arrondissement, pas très loin d'ici. Tout à fait. J'ai été élevé par mes grands-parents à l'âge de quelques mois jusqu'à 5 ans. Et puis je suis arrivé ensuite en banlieue parisienne, au Plessis-Robinson en l'occurrence. Quand tu arrives à Paris, donc ton enfance se passe plutôt bien. Dans le bouquin que tu as écrit, qu'on va aborder tout à l'heure, tu dis une phrase qui m'a vraiment fait sourire parce que quand on est antillais, on comprend le pourquoi de cette phrase. Tu dis « j'ai dû porter des cagoules et mettre des chaussures ». Oui, il faut quand même se rendre compte, Dilay, que moi j'étais un enfant, comme beaucoup d'enfants antillais vivant aux Antilles, qui passait son temps sur les vertes pelouses d'une maison au Vernou, Lamentin, en Basse-Terre, qui passait une partie de son temps sur les plages de Sainte-Anne, du Gosier, et qui adorait marcher pieds nus et ne supportait pas les chaussures. Quand je suis arrivé en France continentale, on m'a expliqué qu'il fallait mettre des chaussures, donc ce qui a été très compliqué. On m'a expliqué une deuxième chose, c'est qu'en hiver, on mettait des cagoules, ce qui me semblait totalement incongru, ou alors je ne l'expliquais pas comme ça, mais ça revêtait à peu près ça. Puis une troisième chose, on m'a dit qu'il fallait prononcer les R. Oui, les fameux R, bah voilà. Oui, parce que nous, on ne les dit pas en créole. Exactement. Et Trois du coup, changements quand même un peu majeurs. Tu as l'impression de rouler, c'est ça? Voilà, exactement. Et tu obtiens une bourse pour faire des études supérieures, et d'ailleurs, tu as fait HEC Subdeco, HEC à Montréal. Pourquoi Montréal? J'ai su qu'il existait ce type d'établissement, en l'occurrence les Subdeco, les écoles supérieures de commerce, et plus encore le HEC, et moi j'ai fait HEC à Montréal, parce que je voulais aller en Amérique du Nord. J'ai su que ça existait à l'âge de 21 ans. Ça veut dire que l'information n'était pas passée par la zone conseiller d'orientation qui sévissait dans mon quartier. Tu as une vraie discrimination sur l'information, sur la répartition, la diffusion de l'information dans les quartiers populaires pour pouvoir accéder aux filières dites d'élite. Et puis ensuite, j'ai choisi le Canada parce que je parlais pas très bien anglais. Je parlais anglais comme une vache antillaise. et puis j'ai décidé d'aller quand même en Amérique du Nord parce qu'à cette époque-là, je regardais la télévision comme tout le monde et je voyais à la télévision des exemples de réussite dans les programmes nord-américains que je ne voyais pas en France. En France, ce que je voyais, c'était des gens qui étaient des personnes noires qui étaient représentées de manière caricaturale comme étant souvent des délinquants ou alors, de manière plus probante, j'allais dire, des artistes ou des sportifs. À l'inverse, je voyais dans la télé nord-américaine des Noirs américains, des African Americans, qui représentaient toutes les couches de la société. Et je me suis dit, tiens, il faut que j'aille faire un tour en Amérique du Nord parce que ce modèle m'a l'air quand même plus progressiste que le nôtre. Tu as toujours été passionné de marketing et de nouvelles technologies et tu t'imposes dans des grands groupes industriels. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est vrai qu'à l'issue de mes études et notamment à l'issue de mon cursus à la fois financier et économique, donc au Canada, moi mon métier, c'était ma formation, ça a été de prédire l'économie et de pouvoir dire à des investisseurs, il faut investir dans tel et tel produit, sur tel et tel marché des matières premières, pour pouvoir rentabiliser vos investissements. Et puis finalement, j'ai une proposition de poste au Canada, à Toronto, dans un grand cabinet de consulting stratégique. Je décide de ne pas y rester pour une raison qui est assez simple, c'est que au Canada, il fait froid. Alors en mars 2010, tu décides de mener une nouvelle étape politique dans ton parcours en menant la liste régionale du MoDem en Île-de-France. Oui, tu as raison effectivement de parler de nouvelle étape parce que tu fais de la politique à partir du moment où tu es investi dans le tissu associatif. Tu fais de la politique dite politique de la cité. Et puis je décide d'avoir des leviers, de m'arroger des leviers qui sont plus importants et des leviers qui relèvent des politiques publiques un peu lourdes. Donc là, tu rentres dans les milieux politiques. Je décide effectivement de rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs au mouvement démocrate, puisque entre mon origine politique en tant qu'électeur, qui est une origine politique plutôt parti socialiste, avec quand même le primat de l'économie, ce qui me faisait de moi un animal un peu curieux, paraît-il, en tant qu'électeur PS, plutôt à la droite du PS, eh bien je trouve tout à fait naturellement une voie d'expression
une tonalité intéressante au centre. Et puis j'ai l'occasion de rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs au mouvement démocrate, et je rencontre François Bayrou, et il y a une rencontre d'hommes. Une rencontre entre le fils de paysan, le fils issu de la banlieue, l'enfant des banlieues, des territoires urbains, celui qui est lettré, avec moi-même plutôt matheux et plutôt intéressé par les chiffres et les nouvelles technologies. Mais il y a une rencontre qui se fait sur une base, sur une préoccupation, celle de l'éducation. Premier combat politique, tête de liste pour mener à bien la liste du mouvement démocrate sur toute l'Île-de-France et briguer la présidence de la région avec 202 colistiers. Les médias t'ont présenté comme étant le Barack Obama français. Comment on vit une étiquette? C'est quand même lourd d'avoir sur les épaules l'étiquette de Barack Obama français. Cette étiquette, comme tu l'as fort bien dit, elle est faite également pour te cornériser, pour te mettre dans un espace qui ne serait que celui dans lequel on t'autorise à jouer. En l'occurrence, Barack Obama français, ça voulait dire c'est un homme politique. On ne sait pas trop, c'est plutôt un produit marketing, et un produit marketing qui vient de la banlieue, qui doit s'adresser aux banlieues et peut-être plus encore aux Noirs. Bien évidemment, tu peux t'imaginer que mon ambition, mes objectifs n'étaient pas là. Donc moi, j'ai fait une première campagne qui me semble tout à fait sérieuse, honnête, et notamment avec un vrai projet de société pour l'Île-de-France, à la fois le fruit d'une réflexion d'experts au mouvement démocrate, d'experts de la société civile, et puis aussi ma propre réflexion, mes propres intuitions et des analyses que j'avais déjà faites en tant que francilien de très très longue date. Et les États-Unis t'ont aussi repéré pour pouvoir parler, pour savoir qui tu es, te présenter et savoir quels sont tes objectifs vis-à-vis de la politique française. Alors parle-nous un peu de cette expérience. Alors cette expérience, elle est assez remarquable parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, l'ambassade des USA est sans doute l'entité sur le territoire français qui dispose de la base de données la plus large, la plus approfondie sur les talents dits issus de la diversité et repérés dans les quartiers. Sachant qu'il les repère bien en amont du jour où vraiment ils vont être sur le devant de la scène. Donc ça, c'est... Alors, non seulement c'est vrai ce que tu dis, et en plus tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'autres pays, alors c'est vrai plutôt des pays de culture anglo-saxonne, qui repèrent que dans notre pays, sans doute, la future élite, celle qui va compléter une partie de l'élite qui est en place et qui est plutôt monochrome, comme on le disait précédemment, et qui est plutôt nantie socialement, eh bien, une nouvelle élite est en train d'émerger, issue des quartiers populaires, dotée d'un héritage multiculturel et dotée d'une capacité à voir le monde, qui est une capacité à voir le monde qui s'est construite avec beaucoup de barrières ici. Comment as-tu vécu les critiques qui disaient que tu ne faisais de la politique que depuis 3 mois et tu te lançais derrière François Bayrou à la tête du MoDem? Moi, je ne me posais pas la question dans ces termes-là. Je suis un homme politique, je produis de la politique. Il ne s'agit pas de savoir quelle est mon expérience politique, il s'agit surtout de savoir quelle est mon expérience de vie. La politique, c'est la vie de la cité, c'est transformer ou aider à transformer la vie des gens. Et quand on veut aider à transformer la vie des gens, comment on peut penser le faire si on ne connaît pas la vie des gens? Aujourd'hui, ce qui nous manque dans les milieux politiques, c'est des gens qui soient issus de la société civile, pas forcément issus des appareils politiques. Des gens qui parfois ont 20 ou 30 ans et s'expriment comme des politiques qui en ont 60 et qui sont totalement à la ramasse, en dehors de toute espèce de réalité par rapport au sujet. Et j'en connais beaucoup. Le monde va tellement vite, il change tellement vite, qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir autour de la table, que ce soit la table politique, que ce soit la table économique, que ce soit dans les médias, on a besoin d'avoir des gens qui sont en rupture avec ces rentes de situation, qui apportent de l'innovation, qui savent faire évoluer le paradigme, comme on dit. Et ce que j'ai aimé, c'est que dans ton livre, que tu viens de sortir, qui s'appelle « Richesse des cultures contre culture des riches ». Alors on pourrait penser que c'est un bouquin qui est très politique, très redondant et qui plaide un parti politique, mais en réalité il n'en est rien du tout. C'est un livre que tu écris avec beaucoup de distance avec toi-même, je dirais, avec beaucoup de justesse, avec une intelligence, c'est pas parce que tu es devant moi, mais c'est parce que c'est vraiment, ça m'a marqué, une intelligence remarquable, parce que d'une, tu as su décrire une situation, notamment par rapport à ta candidature que tu as menée au MoDem. Tu as su dire de toi-même, et ça c'est fort parce que reconnaître ça, c'est pas donné à tout le monde, tu as su dire de toi-même que tu étais, lors de cette candidature, un peu comme un animal de foire, de spectacle. Pourquoi te juger aussi durement toi-même? C'est-à-dire que pour moi, lorsque tu veux avancer dans la vie,
le premier principe, c'est la lucidité. Il faut savoir qui tu es et surtout là où tu veux aller et comment tu veux le faire. Et c'est vrai qu'en rentrant dans les milieux politiques, en rentrant dans le paysage politique, j'avais conscience que cette entrée, elle était à la fois quelque part avantageuse, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde, surtout à un néophyte ou réputé néophyte, de pouvoir rentrer dans les milieux politiques de cette manière-là, à un niveau de combat politique aussi élevé. Tout à fait. Mais j'avais conscience aussi du fait que cette candidature, elle allait forcément être interprétée. Et elle était interprétable. Le Barack Obama français. Après, tu me diras, le Barack Obama français, il y a pire. Il y a pire. Le fait est que moi, je ne me prends pas pour Barack Obama. Maintenant, cette lucidité, elle m'a aussi permis de pouvoir très très rapidement porter de manière claire, de manière structurée, mon approche politique, parce que tout de suite, j'ai expliqué, je connais une partie des raisons qui fait que je suis là. C'est parce qu'effectivement, c'est bien d'avoir des profils qui soient dits issus de la diversité, mais moi, je veux sortir de ça, je ne suis pas un candidat catégoriel, et voilà quel est mon projet. Et en écrivant Richesse des cultures contre culture des riches, c'était à la fois partager une vision du pays, d'accord, qui est contestable, qui est challengeable à merci, mais aussi partager des initiatives qui, les unes additionnées aux autres, forment quelque part un plan d'action pour pouvoir notamment mettre autour de la table, et j'insiste sur cette notion-là, tous les talents dont on a besoin. Alors tu es d'ailleurs président d'une association qui s'appelle Do Tank, Échelle Humaine, peux-tu nous en parler? Alors Échelle Humaine, effectivement, c'est un Do Tank par opposition ou en complément des think tanks. Tu sais, le think, aujourd'hui, on est dans une société qui a une aptitude à pouvoir bien penser, à pouvoir analyser. Une fois qu'on a pensé, une fois qu'on a analysé, une fois que l'on pense, il faut pouvoir mettre en place. Et nous, on a décidé, à travers Échelle Humaine, qui se positionne effectivement comme un do tank, et qui se positionne plus encore comme un centre d'innovation sociale et économique, de proposer un certain nombre de programmes d'innovation sociale et économique. Exemple très concret, on a lancé un programme de détection et de mise en capacité de tous les talents entrepreneuriaux innovants issus des quartiers politiques de la ville, que ce soit en France continentale ou en Outre-mer, et on va les incuber avec un incubateur virtuel. On va les accompagner sur le financement. On a signé des accords de coopération avec des fonds d'investissement qui sont enclins et disposés à recevoir des dossiers qui proviennent de gens qui n'ont pas forcément le pédigré social ou le pédigré académique de type HEC, Polytechnique ou l'ENA, mais qui ont beaucoup de talent et qui sont en train de créer de l'emploi dans des quartiers populaires et dans les zones rurales. Toujours dans ton bouquin, il y a quelque chose qui m'a fait sourire et qui m'a amusée parce que je me suis retrouvée dedans. C'est le fameux plafond de verre. Alors est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs ce qu'est le plafond de verre? Tu sais, le plafond de verre, c'est un concept qui a été défini au Canada et qui montrait qu'en fait, il y avait des gens qui, pour des raisons parfois voilà, de sexe, donc plutôt des femmes, qui avaient du mal à accéder à des sphères de pouvoir. Mais que cette difficulté, elle était difficilement, je dirais, visible, elle était invisible. C'est donc le plafond de verre, cette espèce de toit que l'on n'arrive pas à véritablement briser pour accéder à une position supérieure, parce que sans qu'on vous le dise vraiment, vous ne faites pas partie de la famille des puissants ou des sachants, parce que vous ne leur ressemblez pas, pour des raisons de couleur, pour des raisons académiques, pour des raisons religieuses, ou pour des raisons de handicap, ou pour des raisons d'appartenance à un genre. D'ailleurs, dans ton bouquin, tu le définis très bien en faisant référence au bouquin de Frantz Fanon qui s'appelle Peau noire, masque blanc et qui parle de ça et qui nous dit aussi que ce n'est pas spécialement de la paranoïa de notre part. C'est que c'est vraiment une réalité, cette histoire de plafond de verre. Frantz Fanon a décrit quelque chose de fantastique dans Peau noire, masque blanc. Et d'une manière générale, d'ailleurs, j'invite nos téléspectateurs à lire Frantz Fanon en long, en large et en travers. Les damnés de la Terre, c'est juste formidable. Peau noire, masque blanc explique de manière brillante les rapports entre dominé et dominant. Il faut y voir plus là un livre sur le rapport dominant-dominé qu'un livre rapport noir-blanc, même si en resituant dans le contexte, c'était une description du rapport noir-blanc. Frantz Fanon dit qu'en fait, la paranoïa est une mécanique assez simple finalement. Les gens qui vous discriminent de manière comme ça insidieuse prétendent que vous êtes parano, mais parce que vous n'arrivez pas à décrire exactement comment ils vous discriminent, mais que vous le ressentez dans votre chair, eh bien vous apparaissez comme étant paranoïaque,
puisque vous n'avez pas des éléments rationnels pour décrire votre paranoïa. Et que finalement, les gens qui disent que vous êtes paranoïaque, c'est eux qui entretiennent votre paranoïa. Récemment, dans tes actualités, tu as décidé de rejoindre l'UDI, donc c'est le nouveau parti centriste de M. Jean-Louis Borloo. Pourquoi avoir décidé de quitter le MoDem et de passer à l'UDI? Parce qu'au MoDem, on a confondu indépendance et isolement. Une force politique centriste est une force politique de plein droit, de plein exercice, qui doit exprimer son projet global, son projet politique adossé à ce projet global, affirmer un corpus idéologique, des initiatives. Très bien. Et puis, à un moment, il faut être pragmatique, il faut pouvoir créer des stratégies d'alliance avec des gens ou des composantes politiques qui, sur certains sujets, vont être des composantes, je dirais, alliées, amies, parce qu'elles portent le progrès que nous autres centristes voulons porter. Au MoDem, on n'a pas su faire ça. Et c'est vrai qu'un jour, Jean-Louis Borloo, avec toute sa capacité en matière de cohésion sociale, toute sa capacité sur le sujet justice-climat, qui est un vrai sujet qui a été porté haut et fort, notamment devant les pays africains, pour pouvoir trouver des nouvelles zones de coopération économique sur la base de l'exploitation d'énergies renouvelables dans un accord de confiance et de coopération globale. Est-ce que l'UDI, quelque part, ce n'est pas une résurrection de l'UDF? Tu sais, l'UDF est une des composantes historiques de l'UDI. À partir du moment où tu as Madame Simone Veil, personnage emblématique de la société française, de la vie politique française, qui adoube ce parti, qui s'en fait la première adhérente. Il faut rappeler que la première adhérente à l'UDI, c'est Simone Veil. Eh bien, on sent bien qu'on touche là à quelque chose d'assez fondamental pour la vie politique de notre pays. C'est qu'effectivement, il manquait une force centriste de plein exercice, une force centriste qui affiche son indépendance, mais qui sait aussi créer de véritables stratégies d'alliance pour arriver à mettre en capacité une jeune génération notamment, qui doit obtenir des mandats, qui doit se trouver dans l'hémicycle franco-française. Et puis, il y a d'autres composantes. Quand on prend aujourd'hui des gens comme moi, je suis un des cofondateurs de ce parti, moi je suis un produit de centre-gauche qui, aux dernières élections, a quand même voté Hollande. Et j'ai expliqué pourquoi je voterai Hollande. Donc on a là l'expression même d'une réunion de personnalités et de sensibilités politiques qui convergent toutes vers un même point, une méthode pragmatique pour pouvoir faire avancer des dossiers, pour pouvoir faire avancer des sujets, avec une technique qui est assez simple. Aller prendre les meilleurs à droite comme à gauche. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire que vous avez quand même fait fort parce que vous avez récupéré une grosse partie de ceux qui étaient à droite, mais aussi une grosse partie de ceux qui étaient au MoDem. Oui, et c'est vrai qu'on a récupéré, si je puis dire, des talents qui provenaient de différentes familles politiques, parce que ces talents, fondamentalement, ce qui les rassemble, c'est une volonté de casser cette logique d'affrontement bloc contre bloc. Ce qui les rassemble ensuite, c'est une volonté toute pragmatique de solutionner des problèmes. Eh ben dis donc, ça donne envie d'aller à l'UDI tout ça. Hein. Tu sais, l'idée, c'est pas tant de faire du prosélytisme que de dire que finalement, pour pouvoir régler les grands problèmes auxquels on a à faire face, et qu'on pourrait comme ça citer comme étant un problème d'avenir pour la jeunesse, qui se retrouve à un taux de chômage assez incroyable, un problème de création de l'emploi par les entrepreneurs, qui préfèrent aller voir outre-Manche ou outre-Atlantique ce qui s'y passe. Une difficulté importante à pouvoir accepter que la société française elle a évolué sociologiquement, qu'il y a de plus en plus de femmes seules avec des enfants et qui galèrent comme des malades pour à la fois aller bosser, trouver je dirais des mécaniques, des outils de garde de leurs enfants qui soient compatibles avec leur salaire et la distance qu'elles parcourent pour aller travailler, accepter qu'aujourd'hui le mariage pour tous doit être une nécessité. Eh bien, on se rend compte que la France est en proie à des difficultés importantes, à la fois pour l'évolution de son modèle social et à la fois pour l'évolution de son modèle économique. Nous, on est peut-être des politiques, on dispose d'un certain nombre d'informations, on ne dispose pas de tout le savoir et loin s'en faut, et on a décidé, avec l'UDI, de créer des conventions territoriales où on fait venir les gens qui souhaitent venir, donc c'est ouvert, c'est libre. Même si ce n'est pas des politiques ? Même si ce ne sont pas des politiques, et on organise l'échange à travers une série de tables rondes. Donc on peut avoir une trentaine de tables rondes sur toute une matinée, avec un animateur, un rapporteur, et on écoute ce que les gens ont à dire, ce qu'ils peuvent proposer,
sur des sujets qui nous semblent clés et structurants d'un projet global, tels que la compétitivité, tels que l'éducation, telles que la question européenne. Donc je vous rappelle, c'est Richesse des cultures contre culture des riches, écrit par Alain Dollium dans les éditions Fortuna Éditions, que vous pouvez retrouver partout. C'est un livre très bien écrit, avec beaucoup d'intelligence, que je vous conseille à tous. Alors là, on va passer à la partie de l'interview la plus soft, la plus cool. Tu dois répondre sans réfléchir. Ça marche. Ton modèle politique? Barack Obama. Pourquoi Barack Obama? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est la personnalité politique qui arrive véritablement à unifier un peuple, même si le peuple américain est divisé sur certaines questions. Il a suffi de voir la cérémonie d'investiture, pour sa deuxième investiture, pour voir que cette personnalité politique a une vraie capacité à créer de l'espoir. Et l'espoir, tu sais, en politique, c'est la chose essentielle pour pouvoir créer un destin commun. La chanson qui te donne la rage de vaincre? On a plusieurs, mais en ce moment, je dirais que j'apprécie beaucoup P-Square. Alors étant donné que tu es papa, tu es plutôt papa poule, papa gâteau ou papa boulot, soyons sérieux? Non, moi j'ai un mélange des deux, entre papa poule et papa gâteau. J'ai une petite fille, elle peut me faire à peu près n'importe quoi, monter au ciel, redescendre, faire le tour de Saturne, voilà. Ouais, et puis j'ai un petit garçon, c'est à peu près la même chose. Et puis après je suis, tu sais, un papa je suis exigeant avec moi-même, donc je suis exigeant avec les autres, je suis exigeant avec mes enfants, je leur apprends l'exigence, le goût de l'effort, la capacité aussi, même s'ils ont 11 ans, garçon-fille, jumeaux, un petit blond, une petite brune avec un papa noir et la mère de mes enfants qui est une Suédoise. Puis, nous, c'est le métissage dans toutes ces dimensions. Ouais. C'est vrai que j'essaie de leur inculquer aussi le goût de l'effort. La méritocratie, comme tu disais tout à l'heure. Oui, on mérite les choses. Ton espoir pour la France? C'est la richesse de ces cultures. Merci beaucoup Alain d'être venu dans cette émission répondre à nos questions. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Tu nous as éclairé sur énormément de points politiques, notamment actuels concernant la politique française. Je te souhaite longue route et puis pourquoi pas, peut-être un jour, qui sait, Alain Dollium, président de la France, pourquoi pas premier président noir? Merci beaucoup aux téléspectateurs et merci beaucoup à cette fantastique émission animée par Dilay. Cette interview est à présent terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Bye bye.